Dans ce monde, il existe et a existé des êtres dont la cruauté n'a pas d'égal. Des monstres qui ont versé le sang afin de satisfaire leurs envies macabres. Mais malgré tout cela, s'ils ont marqué l'histoire, ce n'est pas tant pour leur violence et l'horreur qu'ils ont suscité, mais plutôt pour le mystère qui entoure leur identité. Aujourd'hui, partons dans le passé, à la rencontre de l'une de ces créatures, celui qui fut baptisé The Axeman Killer of New Orleans. Nous sommes le 23 mai 1918. Joseph et sa femme Catherine s'apprêtent à aller au lit. La nuit est calme, une nuit comme les autres, une nuit ordinaire. Malgré tout, les deux époux ne savent pas qu'ils s'endorment ensemble pour la dernière fois. Durant la nuit, un individu au sombre dessin va s'introduire chez eux. Durant leur sommeil, il s'approchera de leur lit, sortira un rasoir et tranchera la gorge de Joseph et Catherine. Par la suite, comme pour maquiller son acte, il leur fracassera alors le crâne avec une hache trouvée sur les lieux du crime. Joseph et Catherine ne seront retrouvés que bien longtemps plus tard. Dans la pièce d'à côté, dormait Andrew, le frère cadet de Joseph. Il n'a rien entendu, car il avait passé la nuit à boire et dormait profondément. Et ce, jusqu'à ce que vers 5 heures du matin, il entende des gémissements venir de la pièce où dormaient Joseph et Catherine. Là, il va frapper sur le mur, et ne recevant pas de réponse, il s'habillera, sortira de la maison, et ira chercher ses deux autres frères, Jacob et Salvatore. Une fois revenus sur les lieux du crime, c'est une vision d'horreur qui les attend. Catherine est par terre à côté du lit, face contre terre, baignant dans son propre sang. Sur le lit, Joseph est sur le dos, la gorge recouverte de sang. Il est encore en vie, mais ne le restera pas très longtemps. Le temps que la police et les secours médicaux arrivent, Joseph poussera son dernier souffle. C'est là que débutera l'enquête de la police. La thèse d'un cambriolage qui a mal tourné a directement été écartée, car plusieurs objets de valeur avaient été retrouvés mis en évidence sans avoir été volés. À vrai dire, il ne manquait rien. Et au contraire, on avait retrouvé des vêtements ensanglantés appartenant au tueur, car il avait sûrement dû se changer après avoir effectué sa basse besogne. Et à côté de ça, quelques jours plus tard, on retrouva le rasoir qui avait servi au meurtre. Étrangement, il appartenait à Andrew. C'est là que toutes les suspicions de la police se tourneront vers le plus jeune frère de la famille Maggio. Qui plus est, Andrew était barbier de profession. Il a été découvert que quelques jours avant l'attaque, il avait récupéré le rasoir de son barbershop, prétextant qu'il devait le faire aiguiser. Entre ça et le fait qu'il dormait juste à côté de la chambre des deux victimes, et qu'il ne s'est rendu compte du meurtre que 2 heures après l'attaque, il n'est pas difficile de penser que Andrew avait bien quelque chose à voir avec le meurtre des époux Maggio. Andrew se défenda en attestant qu'il avait beaucoup trop bu ce soir-là car il célébrait le fait qu'il entrait bientôt dans la marine nationale. Quoi qu'il en soit, il sera placé en garde à vue par la police. Mais malgré tout, aucune preuve formelle accablant Andrew ne sera trouvée, et il sera par la suite relâché. Les deux victimes suivantes de l'homme à la hache seront Louis Bessumer et sa maîtresse Harriet Lowe. Ils seront retrouvés très tôt dans la matinée dans l'arrière-boutique de l'épicerie de Bessumer. Tous les deux y ont reçu un coup au crâne et baignant dans leur propre sang. Ce ne sera que vers 7 heures du matin qu'ils seront découverts par John Zenka, un boulanger qui faisait sa livraison habituelle. La hache ayant servi au meurtre sera par la suite retrouvée dans les toilettes de l'appartement. Contrairement à ce qu'on pourrait croire au vu de la violence de l'attaque, Louis Bessumer et Harriet Lowe survivront à celle-ci. Peu après les faits, la police arrêtera Lewis Ubicon, un homme afro-américain âgé de 41 ans. Celui-ci travaillait depuis une semaine pour Louis Bessumer. Et malgré l'absence de preuves, la police indiqua qu'il l'avait arrêté car les propos de celui-ci se contredisaient les uns les autres au sujet de son alibi concernant l'attaque qui avait été perpétrée sur son patron. Il a été conclu que l'attaque était due à un cambriolage qui avait mal tourné, bien qu'aucun objet de valeur n'avait été volé. Lewis Ubicon fut par la suite relâché, car la police ne pouvait pas rassembler assez de preuves, indiquant que c'était vraiment lui qui avait pu perpétrer cette attaque. L'attention des médias se porta par la suite sur Louis Bessumer lui-même, car on a retrouvé des écrits de sa part en allemand, en yiddish, en russe, ce qui poussa la police à le suspecter d'être un espion allemand. Une enquête fut alors ouverte, afin de déterminer la véracité de ces faits. Plusieurs semaines plus tard, Harriet Lowe, qui était toujours en convalescence à l'hôpital, entre deux pertes de conscience, affirma qu'elle pensait que Louis était effectivement un espion à la solde du gouvernement allemand, ce qui mena à son arrestation immédiate, bien qu'il fût relâché 2 jours plus tard. Mais malgré cette première libération, il fut à nouveau arrêté en août de cette même année, car Harriet, sur son lit de mort après une opération ratée, affirma avec conviction que c'était bien lui qui l'avait attaqué. Il fut accusé de meurtre et purgera une peine de 9 mois de prison, avant d'être libéré le 1er mai 1919, après une dizaine de minutes de délibération de la part du jury.
L'attaque suivante se déroula le 5 août 1918. La victime était Anna Schneider, une jeune femme de 28 ans enceinte de 8 mois. Elle se réveilla dans la soirée face à une silhouette, avant de recevoir plusieurs coups au visage et au crâne, ce qui a eu pour effet de la recouvrir de son propre sang. Elle ne fut découverte qu'après minuit par son mari Ed Schneider, qui rentrait tard du travail. Ce qui est le plus impressionnant dans cette histoire, c'est que Anna survécut, et 2 jours plus tard, elle donna naissance à sa petite fille. Elle indiquera à la police ne se souvenir de rien, la violence de l'attaque ayant de toute évidence affecté sa mémoire. Le couple indiquera que rien n'avait été volé de leur appartement, à part 6 ou 7 dollars dans le portefeuille du mari. Il sera remarqué qu'aucune fenêtre ou porte n'avait été forcée, et la police conclura que la jeune femme avait été attaquée au moyen d'une lampe de chevet. Peu après l'attaque, un ancien détenu du nom de James Gleason avait été arrêté par la police, et bien qu'il avait tenté d'échapper à son arrestation, il fut relâché peu de temps après, car aucune preuve l'accablant n'avait été trouvée. À la suite de cette attaque, les enquêteurs en charge de l'affaire commencèrent à affirmer publiquement que celle-ci était liée à celle des Maggio et de Louis Bessumer. La victime suivante de l'homme à la hache fut Joseph Romano, un vieil homme qui vivait avec ses 2 nièces, Pauline et Marie Bruno. Le 10 août 1918, les 2 jeunes filles furent réveillées par du vacarme dans la chambre de leur oncle. Quand elles arrivèrent dans la pièce, elles le retrouvèrent par terre, avec 2 grosses entailles sur le crâne, tandis qu'elles aperçurent un homme fuyant la scène. Elles le décrirent comme large, à la peau sombre, vêtu d'un costume noir, et coiffé d'un chapeau typique que l'on nomme slouch hat. Joseph, bien qu'ayant survécu à l'attaque, ayant réussi à monter dans l'ambulance lui-même, décédera 2 jours plus tard de ses blessures. La police découvrira que l'appartement avait été saccagé, mais que rien n'avait été volé. Les autorités découvriront une hache dans le jardin arrière, et qu'un des panneaux de la porte de derrière avait été ciselé. Cette attaque va déclencher un état de chaos et de paranoïa dans toute la Nouvelle-Orléans. C'est à partir de ce moment-là que plusieurs personnes vont affirmer avoir vu un homme portant une hache rôder dans leur voisinage. D'autres vont aussi rapporter paniqués à la police qu'ils auraient découvert une hache dans leur jardin. La prochaine attaque est des plus tragiques. Elle concerne une famille composée de 3 membres. Les époux Cortimiglia, Charles et Rosie, ainsi que leur petite fille Marie, âgée seulement de 2 ans. Ils sont attaqués lors de la nuit du 10 mars 1919. Ils seront retrouvés par Orlando Giordano, l'épicier du coin qui a accouru dans leur rue lorsqu'il a entendu des cris. Il affirmera avoir retrouvé Rosie dans l'entrée, blessée à la tête, et sera rencontré malheureusement sa fille Marie déjà décédée. Charles lui sera retrouvé par terre, inconscient et saignant abondamment. Tous les 2 seront transportés en urgence au Charity Hospital, des examens révélant par la suite que tous les 2 souffrent de fractures au crâne. Et là encore, le mode opératoire a été le même. Rien n'a été volé. Une hache a été retrouvée dans le hall de derrière, et une partie de la porte a été découpée. Bien que Charles put sortir 2 jours après de l'hôpital, ce ne fut pas le cas pour sa femme Rosie, qui resta un certain temps sous l'observation des médecins. Après avoir repris totalement conscience, Rosie se mit à clamer que l'attaque perpétrée sur leur famille l'avait été par l'épicier qui les a retrouvés, à savoir Orlando Giordano, ainsi que son fils Frank. Malgré ces accusations, tout cela reste peu probable, car Orlando était âgé de 69 ans et son état de santé ne lui aurait pas permis de perpétrer une telle attaque. Et pour le cas de Frank, il mesurait plus d'1,82 m et pesait plus de 90 kg, ce qui rendait son passage par le trou formé dans la porte de derrière impossible. Et bien que Charles Cortimiglia contredit les propos de sa femme, Orlando et son fils Frank furent quand même arrêtés et inculpés pour meurtre. À la suite de cette inculpation, ils furent déclarés coupables. Orlando fut condamné à la prison à vie et son fils Frank à être pendu. À la suite du procès, Charles divorcera de sa femme. Et un peu moins d'1 an plus tard, Rosie reviendra sur sa déclaration, affirmant qu'elle avait accusé la famille Giordano seulement par jalousie. Les accusations de Rosie étant la seule preuve dans cette affaire, ils furent alors tous les 2 relâchés. Le 13 mars 1919, une lettre assez loufoque va être publiée dans les journaux. Elle serait apparemment de la main de l'homme à la hache. Dans celle-ci, il mettrait en garde les habitants de la Nouvelle-Orléans pour le 19 mars 1919. Outre ses élucubrations au sujet de sa nature fantomatique et de sa capacité, s'il le souhaitait, à causer beaucoup plus de mal, il adresse ce qu'il appelle une proposition au peuple de la Nouvelle-Orléans. Sa déclaration est la suivante. La nuit du 19 mars 1919, 15 minutes après minuit, il déambulera dans les rues de la Nouvelle-Orléans. Mais bien que jusque-là il ait tué sans montrer la moindre pitié, il n'attaquera aucun endroit où du jazz sera joué.
que ce soit les maisons ou les salles de danse, partout où du jazz sera entendu, toutes les personnes présentes seront saines et sauves. C'est ainsi que la nuit du 19 mars, on pouvait entendre du jazz être joué dans les rues, dans les salles de danse, dans les maisons, tel que l'homme à la hache l'avait exigé. Et ce soir-là, tel un démon assujetti par un contrat, il tint parole. Aucune vie ne fut ôtée, mais la paix ne dura pas éternellement. La victime suivante fut Steve Boca, un épicier qui fut attaqué dans sa chambre alors qu'il dormait. Durant la nuit du 10 août 1919, il se réveilla pour se trouver face à une silhouette sombre. Il perdit par la suite rapidement connaissance. Quand il revint à lui, il se précipita dans la rue pour essayer de retrouver qui l'avait attaqué. C'est là qu'il découvrit que son crâne était ouvert. Il eut seulement la force de se rendre jusqu'à la porte de son voisin. Une fois la porte ouverte, il tomba au sol et perdit à nouveau connaissance. Bien évidemment, comme pour les autres attaques, rien n'avait été volé, et une partie de la porte avait été découpée pour pouvoir laisser un passage à l'agresseur. Par la suite, Steve Boca récupérera de ses blessures, mais n'aura aucun souvenir de l'attaque. Sarah Lohman fut attaquée le 3 septembre 1919. C'était une jeune femme de 19 ans vivant seule. Elle sera retrouvée par ses voisins qui, après avoir tambouriné à plusieurs reprises à la porte et n'ayant reçu aucune réponse, décidèrent de s'y introduire par effraction et découvrirent Sarah inconsciente sur son lit. Elle souffrait de plusieurs blessures à la tête et avait perdu quelques dents. Apparemment, l'individu qui l'a attaquée s'était introduit par la fenêtre et l'avait frappée à plusieurs reprises avec un objet contondant. Évidemment, cet objet contondant c'était une hache. Celle-ci fut retrouvée recouverte de sang sur la pelouse à l'avant du bâtiment. Et comme plusieurs des victimes avant elle, Sarah n'avait aucun souvenir de l'attaque. Mais bien heureusement pour elle, elle récupérera de ses blessures et pourra poursuivre sa vie. Nous en arrivons maintenant à la dernière victime. Son nom est Mike Pepitone, et il se retrouvera sur le chemin de l'homme à la hache dans la nuit du 27 octobre 1919. Sa femme sera réveillée par le bruit et arrivera à la porte de la chambre de celui-ci, alors qu'un homme à forte corpulence, portant une hache, s'enfuyait de la scène du crime. Elle retrouvera son mari au sol, recouvert de son propre sang, et blessé à la tête. L'agression fut si violente que les murs de la pièce furent recouverts du sang de Mike. Et bien que Marie ait eu le temps d'apercevoir le tueur s'enfuir, elle n'a pas eu le temps de percevoir un indice ou des traits qui permettraient d'identifier celui que l'on appelait The Axeman of New Orleans. En ce qui s'agit des spéculations concernant l'identité secrète de l'homme à la hache, la plupart tournent autour d'un seul nom, Joseph Mumfre. Pour l'écrivain Colin Wilson, celui-ci aurait été l'homme à la hache et aurait été assassiné par balle en 1920 à Los Angeles par la veuve de Mike Pepitone, la dernière victime. Celle-ci aurait vengé la mort de son mari, car elle aurait identifié Joseph Mumfre comme étant l'assassin de l'homme qu'elle aimait. Cette théorie a d'ailleurs été reprise par la suite par des livres et sites web, mais fut démentie par Michael Newton, un autre écrivain spécialisé dans les affaires criminelles. Effectivement, celui-ci affirme qu'il n'y a aucune preuve, document ou archive qui atteste qu'un Joseph Mumfre aurait été agressé et tué à l'époque. Il affirme aussi n'avoir trouvé aucune information au sujet d'une Madame Pepitone qui aurait pu être arrêtée, inculpée et condamnée durant cette période. Néanmoins, il indique qu'un homme du nom de Joseph Mumfre aurait existé à ce moment-là et disposait d'un casier judiciaire ainsi que de liens avec le crime organisé. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas plus de preuves aujourd'hui qu'à l'époque qui nous permettraient d'identifier notre criminel. Et la théorie avancée par l'écrivain Colin Wilson n'est qu'une légende urbaine qui vient alimenter le mythe de celui qu'on appelle The Axeman Killer of New Orleans. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'ai mis un petit peu de temps à la sortir parce que j'ai dû notamment la réenregistrer 4 fois parce que les autres résultats ne me plaisaient pas du tout. Je me suis lancé dans un thème qui est différent de ce que j'ai fait jusque-là, et je voulais vraiment faire quelque chose qui me plaise avant de la poster. J'espère en tout cas que ça vous plaira, et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Salut à tous!